Bonjour Jean-Marc Coppola, Bonjour Pierre. merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Marc, tu es adjoint au maire de Marseille, communiste chargé de la culture pour toutes et tous, de la création et du patrimoine culturel. On va revenir sur les annonces du Premier ministre hier et les conséquences notamment sur le secteur culturel à Marseille. Mais d'abord, un mot sur la situation politique à Marseille. Ça y est, tout est rentré en ordre de marche à Marseille. Benoît Payan est maire à 300%. Exactement, Benoît Payan est maire à 300% et il y a une équipe qui a déjà travaillé depuis 6 mois de manière très collégiale, très collective, avec une très forte implication de tous les élus, des adjoints et des adjoints. Et il y a tellement de défis à relever dans cette ville qui a vécu 25 ans d'incurie de gestion que vraiment, il faut qu'on soit à la hauteur de l'espoir qu'on a suscité. Et du coup, Michèle Rubirola, elle est première adjointe à 100%. Michèle Rubirola est première adjointe et elle s'occupe des questions de santé, ce qu'elle connaît le mieux, et donc vraiment une complémentarité retrouvée et une efficacité surtout. Un dernier mot quand même, tu comprends la déception qu'a pu susciter cette décision, ce retournement de situation, le sentiment pour les électeurs de Michèle Rubirola de s'être fait un peu voler leur maire, une femme, une écologiste engagée dans une démarche citoyenne participative. Oui, effectivement, il y a le symbole, il y a ce qui a permis cette dynamique de gagne, mais je crois qu'en même temps, les Marseillaises et Marseillais, majoritairement, ont voté pour un changement, pour un projet, et je pense qu'il faut souligner surtout le courage et l'honnêteté de Michèle Rubirola en disant « je ne suis pas forcément à ma place, mais je veux continuer d'être utile aux Marseillaises et aux Marseillais ». Alors toi, tu es adjoint au maire de Marseille en charge de la culture. Je le disais, on va venir justement sur les annonces de Jean Castex hier. Pour l'instant, Marseille n'est pas directement visée. En tout cas, on ne connaît pas encore les décisions, puisque ce soir, je crois, à 17 h, il y a un rendez-vous avec la Exact. préfecture. Mais on a quand même le sentiment que les annonces de concertation avec les élus locaux sous-tendent des décisions plus drastiques, au moins sur la forme. Tu dirais que le gouvernement a au moins entendu, a compris la leçon. La concertation, ça peut marcher. Il faut concerter les élus locaux. Alors, c'était le souhait de Jean Castex quand il a été élu Premier ministre. Et nous avons, nous, bénéficié d'un changement de préfet de département, préfet de région, assez ouvert et assez à l'écoute des élus. Mais on s'est aperçu que pour le premier couvre-feu, alors qu'il avait suivi plutôt l'avis des élus majoritairement, eh bien, il a été repris par le gouvernement, par le Premier ministre. Donc, j'espère que les décisions qui seront prises après concertation avec les élus seront suivies des faits, parce que les élus locaux sont sur le terrain, sont à l'écoute, ils sont responsables, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra lutter efficacement contre le coronavirus. Si le gouvernement demande un couvre-feu à 18 h pour Marseille, vous vous y opposerez? S'y opposer, on est dans une république. Ce que l'on peut contester, c'est l'efficacité réelle de cette mesure. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne change sur la fermeture à la fois des bars, des restaurants, des lieux culturels. Et on a toujours cette incohérence entre pourquoi dans les transports collectifs, pourquoi dans les lieux de culte, pourquoi dans les grands centres commerciaux. On peut se poser des questions sur les dispositifs de distanciation, et en même temps des lieux sur lesquels il n'y a aucune étude montrant qu'il y a eu des clusters, eh bien, ils restent fermés. Alors justement, sur ce secteur culturel, c'est le statu quo, voire jusqu'à la mi-février, a priori, rien ne devrait bouger, tout reste fermé. Quel bilan déjà tu fais à Marseille depuis bientôt un an, depuis le début de la crise sanitaire? Comment se portent les acteurs de la culture à Marseille? Il se porte, comme partout ailleurs, globalement assez mal, parce que c'est surtout ce qu'ils craignent, c'est le yo-yo, quoi, des fermetures, des perspectives de réouverture comme il s'était agi le 15 décembre, où vraiment ils se sont très impliqués à répéter, à créer pour être prêts à accueillir de nouveau le public. Et puis, patatras, quelques jours avant, on leur dit non, vous continuez d'être fermés. Donc, il y a toujours cette lueur d'espoir que, bon, d'abord, leur activité est utile et essentielle, contrairement à ce qui a été dit. Et puis, il y a des petites structures qui, elles, souffrent, pour ne pas dire risquent vraiment de fermer définitivement. Et là, il y a vraiment besoin, et nous l'avons demandé, nous l'avons signifié au préfet, on a besoin d'une table ronde pour que l'ensemble des collectivités et l'État puissent venir les soutenir. Justement, l'État a annoncé un certain nombre de mesures, mais tu viens de le dire, j'imagine que des compagnies de théâtre, des lieux culturels, même des petites entreprises culturelles risquent de fermer leurs portes. Il y a ce que fait l'État, ce que peut faire la mairie, c'est quoi? Que fait la mairie pour les artistes, les intermittents, tous ceux qui dépendent du secteur culturel à Marseille?
Nous essayons, nous avons maintenu le niveau de financement à la fois pour les associations culturelles, malgré les baisses d'activité, les reports en même temps parfois de représentation. Nous avons maintenu, nous avons même augmenté les subventions de certaines structures pour les plus fragiles en tout cas. Et donc nous sommes vraiment à leur côté, mais nous souhaitons aussi que l'ensemble des collectivités s'engagent, et puis surtout l'État, parce qu'on dit l'État effectivement, y compris dans le plan de relance, il y a une partie pour la culture, mais je ne veux pas faire d'anti-parisianisme, mais on voit bien que les moyens restent concentrés pour Paris, et donc dans les grandes villes et dans les villes de province, ce n'est pas à la hauteur. Et donc, d'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble des activités économiques. Je pense qu'il y a besoin d'injecter encore plus de moyens financiers, publics, et puis donc à l'État, aller chercher justement les moyens nécessaires par ce qu'il y a de plus juste et de plus régulateur, c'est-à-dire la fiscalité et l'impôt. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur, à la fois pour lutter contre cette crise sanitaire, mais aussi pour soutenir l'activité durablement, en tout cas. Tu disais justement, il n'y a pas on n'a pas encore prouvé, on a même fait la démarche inverse, que l'ouverture des lieux culturels facilitait ou en tout cas permettait la propagation supplémentaire du virus. Il y a eu une étude qui a été réalisée à Barcelone à la mi-décembre sur 500 personnes dans une salle de concert. Le résultat de l'étude vient de tomber, 0 cas de Covid, 500 personnes dans une salle de concert. Tu as le sentiment qu'on n'a pas essayé, qu'il n'y a pas eu d'alternative proposée, qu'on a voulu sacrifier la culture, les artistes, qu'ils ont été pris dans un lot global pour pas qu'il y ait de déception par ailleurs, qu'on n'a pas cherché à trouver des alternatives pour ouvrir les théâtres, les cinémas. Là, cette culture a été sacrifiée finalement. Manifestement, même s'il y a eu du rétropédalage après, quand le président de la République, quand le Premier ministre ont parlé d'activités non essentielles à propos de la culture, je crois que ça signifiait bien leur conception même de la culture, c'est-à-dire ce n'est pas pour eux une activité émancipatrice et qui permet justement de réfléchir, d'ailleurs y compris, et c'est là le point dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un changement d'époque. Nous devons nous habituer, malheureusement, à ce que des crises sanitaires, mais d'autres crises, soient durables. Et comment nous continuons de vivre libre en essayant de créer, d'imaginer la société dans laquelle nous pouvons vivre. Et donc, voilà, c'est assez significatif. Moi, j'ai été très agréablement surpris de l'engagement très fort des acteurs culturels dans des théâtres, à l'opéra, partout, à avoir inventé des protocoles beaucoup plus rigoureux que ceux qui descendent d'en haut de manière autoritaire du gouvernement. C'était à la fois pour eux-mêmes, artistes, continuer de créer, répéter, et puis accueillir dans les meilleures conditions les publics. Et ça, ce n'est pas entendu, parce qu'on est encore dans une gouvernance pyramidale. Et la question, enfin l'exemple que tu cites de Barcelone, nous intéresse. Nous réfléchissons en ce moment avec les professionnels de santé, avec l'amiral des marins-pompiers, à justement expérimenter cela dans une salle de spectacle à Marseille. On est en train d'y réfléchir pour pouvoir faire ça fin janvier, parce que manifestement, il n'y a pas eu d'études fiables pour dire, continuons de vivre avec ce virus en prenant toutes les précautions, mais surtout en continuant surtout de s'oxygéner l'esprit et puis d'avoir ces activités qui sont essentielles et vitales. C'est-à-dire que le petit message d'espoir qu'on peut avoir, qu'il peut y avoir pour les spectateurs comme pour les artistes ou les acteurs culturels, c'est que d'ici à l'échéance qui a été fixée par le gouvernement, c'est-à-dire la mi-février, il puisse y avoir des expérimentations qui permettraient peut-être d'ouvrir des lieux peut-être avant le 15 février, mais surtout s'il devait y avoir un confinement continu après le 15 février, qu'on puisse trouver des alternatives. C'est ça le message d'espoir un peu pour ceux qui aiment la culture et ceux qui la font vivre. Oui, effectivement. Moi, j'ai entendu l'autre jour Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, dire qu'ils allaient peut-être expérimenter, regarder effectivement ce qui se passe réellement dans les salles de spectacle. Mais nous n'allons pas attendre comme ça, les bras croisés, que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas. Donc, nous allons prendre ce type d'initiative et faire la démonstration que ce n'est pas plus dangereux, voire même c'est beaucoup plus sûr que dans certains autres lieux, je pense à tous ces zones commerciales, etc., où là, ça ne choque personne,
parce que ça me fait doucement rire quand on dit tel magasin est limité à tant de personnes alors qu'il n'y a pas de contrôle réel. Vraiment, dans les salles de spectacle, les conditions de précaution et de sécurité sont réunies. Et puis surtout, nous en avons besoin pour nous retrouver, pour faire voguer notre imaginaire, parce que nous en avons besoin pour construire la société aujourd'hui, de demain. On en a besoin pour la démocratie. Quand on voit justement la démocratie comme elle est malmenée, si certains pensent que c'est circonscrit simplement aux États-Unis, ils se trompent. C'est l'ensemble des démocraties sur notre planète qui sont malmenées, et il nous faut réfléchir à comment vivre ensemble, justement, et la culture est là pour nous y aider. De quoi on se prive sans culture? À quoi ressemble Marseille sans art, sans théâtre, sans culture? De quoi une ville comme Marseille se prive sans la culture? C'est d'autant plus, j'allais dire, flagrant que Marseille, c'est la ville des possibles, je vais le dire comme ça, parce que quand on voit toute l'histoire de Marseille, qui a toujours essayé, qui a un côté un peu libertaire, un côté un peu rebelle, effectivement, aujourd'hui, on sent bien que c'est étouffé. Alors, c'est étouffé, et bien entendu, c'est pas ouvert au public, mais je peux vous dire que ça continue j'allais dire, de fourmiller dans les esprits et puis dans les salles. Et vraiment, ils sont très preneurs de réouverture rapide, et puis ils sont prêts surtout à accueillir du niveau du public, parce que, j'allais dire, sans le public, les artistes ne sont rien, quoi. Vous êtes ouais. Et d'ailleurs, nous ne sommes rien sans les artistes. Moi qui suis engagé politiquement, je sais le rôle utile qu'a la politique dans le sens noble du terme, mais je peux vous dire aussi que pour construire une société de tous ensemble, eh bien, il y en a vraiment besoin d'artistes aussi. Alors vous êtes justement porteur d'une nouvelle promesse avec les nouvelles municipalités. Si on imagine et on se projette dans une société sans Covid, où la crise sanitaire est derrière nous, Marseille en 2005, sur le plan culturel, c'est quoi les grands projets, c'est quoi les grandes trajectoires? Marseille, bon, nous voulons développer l'éducation artistique, culturelle chez les enfants dont nous avons la responsabilité et la compétence, c'est-à-dire les crèches et tous les enfants de 0 à 11 ans et les écoles primaires. Pourquoi? Parce que c'est la base même de la construction, c'est le moment de la construction de la personnalité. Et justement, si on veut former des citoyennes et des citoyens responsables, capables de penser par eux-mêmes, ça commence par là. On a des expérimentations d'éducation artistique et culturelle, mais c'est trop homéopathique et expérimental. On veut le faire vraiment à grande échelle pour les 90 000 enfants dont nous avons la responsabilité. On veut développer ce que j'appelle moi la mondialité culturelle, c'est-à-dire une ouverture encore plus forte au monde et particulièrement à la Méditerranée. Et donc, ça passera aussi par la reconnaissance de ce qui constitue Marseille, cette mixité au cours des siècles, et qui constitue cette richesse, non seulement pour Marseille, mais pour l'ensemble de notre pays et de l'Europe. Et puis, développer la démocratie culturelle. Donc, on a de beaux chantiers devant nous. Nous sommes attendus et nous serons au rendez-vous, comme les acteurs culturels seront au rendez-vous. Et on espère le plus rapidement possible. J'ai une dernière question pour toi, Jean-Marc. Cette année, il y a normalement les départementales, les régionales, viendra ensuite l'élection présidentielle. D'abord au niveau local, régional, tu souhaites que la démarche qui a été celle initiée par Marseille soit la même et qu'elle conduise peut-être vers la victoire? C'est ce que tu appelles le tes voeux? Il n'y a pas de modèle. En tout cas, je ne crois pas au modèle. Mais c'est vrai que ce que nous avons initié, qui peut être encore plus, j'allais dire, rassembleur, doit effectivement inspirer la stratégie pour les départementales, les régionales et même la présidentielle. Je pense qu'il faut à tout prix s'unir, se rassembler, en tout cas autour d'un projet, autour de valeurs. Et on peut trouver des convergences justement autour de ces projets et de ces valeurs, en tout cas rassembler toute la famille de gauche, progressiste, écologiste, citoyenne, humaniste, parce qu'il y en a vraiment besoin, parce que sinon on va tomber encore dans cette alternance de Macron et d'extrême droite, etc. Je crois qu'il faut vraiment sortir de cela. Nous avons pris nos responsabilités. C'était vraiment pas évident à l'échelle de Marseille. Et je le répète, on aurait pu être encore plus rassemblés, mais tirons les enseignements. Et je pense effectivement que le printemps doit donner des idées. En tout cas, ça a été regardé comme ça à l'échelle nationale. Et donc, vraiment, j'appelle de mes voeux ce rassemblement le plus large possible. Et puis, on trouvera ensuite les femmes et les hommes capables de porter ces valeurs et ces projets. Pour 2022, la gauche a déjà perdu? Pardon? Pour 2022, la gauche a déjà perdu? Ou tu es optimiste?
Ah non, je reste optimiste parce que je pense que il y a assez de gens lucides, conscients, responsables, qui bon, ne laisseront pas faire les choses et ne laisseront pas une division, d'ailleurs, qui est souvent, j'allais dire, le résultat d'ambitions personnelles. Mettons ça de côté, regardons l'intérêt général, regardons l'intérêt des Françaises, des Français et du pays. Et puis, dans un monde qui est vraiment dans une situation très chaotique, je pense que la France a besoin de retrouver ses lumières et de montrer qu'on est capable justement de relever un certain nombre de défis qui nous dépassent d'ailleurs. Je pense aux défis climatiques, aux défis environnementaux, etc. Donc il y a du pain sur la planche, il faut nous rassembler et je pense qu'effectivement, j'allais dire, ce qui a toujours été l'altérité enrichie, eh bien, nourrissons-nous de cela. En tout cas, le printemps, c'est le résultat de tout cela. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je te laisse commencer, poursuivre cette journée qui risque d'être dense, j'imagine, à Marseille. Exactement, avec ce rendez-vous avec le préfet, dont j'espère qu'il entendra les élus locaux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.